France Culture, il est 21h, question de sens, du lundi au vendredi. Demain vendredi, Fort intérieur par Olivier Germain-Thomas. Aujourd'hui jeudi, La fabrique de l'humain par Philippe Petit. Bonsoir, vous êtes sur France Culture. Bienvenue dans La fabrique de l'humain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir les philosophes Nicolas Poirier et le directeur et fondateur de l'atelier du roman Lakis Progidis pour honorer l'œuvre de Cornelius Castoriadis. Qui m'aurait mis dans la tête l'idée d'une autonomie s'il n'y avait pas eu la démocratie en Grèce ou les mouvements émancipatoires des temps modernes? Je l'aurais inventé tout seul, je ne crois pas, n'est-ce pas? Et le reste, de même. Pourquoi relire Castoriadis aujourd'hui? Pour retrouver sa part de nouveauté et surtout pas le commémorer uniquement. Cornelius Castoriadis est mort en 1997, mais la force de sa pensée est toujours là. L'auteur de La montée de l'insignifiance, sorti en 1996, était un penseur à contre-courant, venu à Paris, venant d'Athènes, disait Vidal-Naquet, comme l'étranger de Platon est venu d'Élée en Grande Grèce à Athènes pour y être un maître de vérité, maître d'une vérité qui ne voulait pas étouffer mais promouvoir la liberté. La publication de ces séminaires est toujours une joie pour l'esprit. Le premier d'entre eux s'appelait « Sujet et vérité dans le monde social historique ». Il était paru en 2002. Le dernier paru il y a un mois est consacré à Thucydide et il fut prononcé en 1984-1985. Ces leçons étonnent par leur cohérence. Castoriadis y fait preuve de maturité et de créativité. Sa philosophie de l'autonomie s'y réfléchit en pleine lumière. Le philosophe Nicolas Poirier fait paraître également de son côté une somme consacrée à Castoriadis. Il revisite le parcours intellectuel de ce penseur hors norme. Militant révolutionnaire, économiste de métier à l'OCDE, psychanalyste à partir de 1973, enquêteur de la philosophie, Castoriadis est un homme qui eut plusieurs vies. Si c'est sur la faillite d'un certain marxisme qu'il bâtit sa charpente, c'est surtout sur son courage et sa soif de vérité qu'il édifia son œuvre, et en particulier sa conception de l'imaginaire instituant, car cette notion est centrale chez lui. Nulle explication historique ne peut rendre compte de ce qui décida, par exemple, de la construction de la grande pyramide de Khéops. Sans doute le pharaon a-t-il décidé de survivre à une bonne place, mais pourquoi en a-t-il décidé ainsi? Nul ne le sait. Mais s'il est vrai que chaque société s'institue à sa manière, toute n'enferme pas l'individu dans un rôle défini une fois pour toutes. Il existe des sociétés qui permettent une véritable autocréation des individus. La Grèce, par exemple, au temps de Périclès, l'islam au XIIe siècle, les Lumières en Europe, la Commune de Budapest, le printemps arabe peut-être, et non l'ère du conformisme généralisé et du néolibéralisme. Cornelius Castoriadis est le nom de cette union et de cette tension entre la création et l'institution. Pour parler de Castoriadis, de son œuvre, j'ai donc invité Nicolas Poirier qui vient de publier une vraie somme, l'ontologie politique de Castoriadis, dans la très belle collection Critique de la politique chez Payot, dirigée par Miguel Amassour, sous-titrée justement Nicolas Poirier, création et institution. Bonsoir, avant de vous donner la parole. Bonsoir. Et à côté de vous, eh bien, le directeur et fondateur de l'atelier du roman, Lakis Progidis. Je vais peut-être commencer par vous. Enfin, bonsoir d'abord. Bonsoir.
Bon, question toute bête, vous avez connu Cornelius Castoriadis? Je l'ai connu très très bien. J'ai assisté à son séminaire à 82-83 et 83-84. C'est-à-dire que ce sont les 2 premières années qui a commencé à mettre au centre de sa pensée, de sa réflexion la Grèce. Moi, je venais de la Grèce, je venais de m'installer à Paris et comme passé, j'étais un militant gauchiste, à peu près un itinéraire assez à la mode à ces années-là, début des années 80. Et je dois d'abord avouer qu'avec ce professeur, parce que pour moi au début c'était un professeur. Hautes études. À hautes études, alors, je me suis libéré de ce que j'ai imaginé comme rapport entre l'élève et le professeur. D'abord, c'était ça, je me suis senti un peu plus intelligent de ce que j'étais, vraiment. Et la première leçon que j'ai tirée de Castoriadis, c'était durant la discussion qu'il a eue avec ses interlocuteurs, c'était toujours de les valoriser, de les mettre en valeur, de les mettre un peu plus haut que ce qu'il représentait vraiment. C'était une nécessité pour lui-même, pour faire un dialogue. Il vous a aidé à créer l'atelier du roman? Il était au courant parce que moi, au même moment, j'ai assisté à un autre séminaire de Milan Kundera, donc c'était plutôt la littérature qui a gagné, pas la philosophie, mais évidemment la littérature ou le roman, plus spécialement le roman, exige quand même une connaissance du monde, n'est-ce pas? Ce n'est pas une spécialisation, ce qui m'intéressait. Avec Castoriadis, vous étiez et servi. C'était exactement de Castoriadis, j'ai acquis cet appétit pour avoir un accès au monde. Nicolas Poirier, alors vous, c'est un travail philosophique de fond essentiel, qui revisite tout le parcours intellectuel et donc philosophique de Cornelius Castoriadis depuis Socialisme et barbarie jusqu'à sa mort, mais même un peu avant. Ses rapports avec la psychanalyse, ses rapports avec Claude Lefort, ses rapports avec les grands penseurs du passé, Marx et Hegel. Mais bon, je vais quand même commencer aussi par une question de plein pied. Qu'est-ce qui vous a pris de travailler comme ça des années et des années sur Cornelius Castoriadis? Il y a eu quel a été le déclencheur? Oui, moi je n'ai jamais connu Cornelius Castoriadis de son vivant. Je ne l'ai jamais rencontré, je n'ai jamais assisté à ses séminaires. Mais pour revenir effectivement quelque chose de plus personnel, la première fois où j'ai entendu parler de Castoriadis, c'était en 1990, dans Le Monde des Livres, et il y avait une recension de l'ouvrage de Castoriadis, La Société bureaucratique, qui venait d'être réédité aux éditions Christian Bourgois. Et dans ce livre étaient rassemblés les textes que Castoriadis avait publiés dans la revue Socialisme ou barbarie dans les années 1950, qui portaient sur l'URSS, la critique et la dénonciation du totalitarisme bureaucratique. Et moi, ce qui m'a tout de suite frappé, ce qui m'a tout de suite attiré en lisant cette recension, c'est que Castoriadis dénonçait le régime bureaucratique stalinien, précisément d'un point de vue révolutionnaire. Et cela a été, je crois, pour moi, très très important. À l'époque, j'avais des tendances assez libertaires, j'en ai encore aujourd'hui, et je crois que ça a été un déclencheur. Et pour continuer sur un petit peu revenir au passé, en 1990, à la même époque, je venais de finir de lire L'homme révolté d'Albert Camus. Et la critique que faisait Camus du stalinisme, et même d'ailleurs du marxisme et de Marx, de façon plus générale, était une critique opérée à partir d'un point de vue humaniste, ce que je ne conteste pas si vous voulez, mais il manquait peut-être un point de vue social, et c'est je crois ce que pouvait fournir Castoriadis. Là c'est peut-être une reconstruction a posteriori, mais je pense que malgré tout ça a été un déclencheur, et c'est comme ça que j'ai découvert progressivement Castoriadis. Il faut quand même savoir que plus généralement, quand j'étais au lycée en terminale et que j'ai commencé à me passionner pour la philosophie, la littérature, le roman, la politique aussi,
j'étais très, très, en quelque sorte, mon idole, c'était Sartre. Hein. Ça a été un pôle d'identification très fort à l'époque. Je trouvais incroyable la capacité qu'avait Sartre de Vous savez que beaucoup d'étudiants aujourd'hui se plaignent du fait que Sartre ait carrément gommé des programmes à l'université française. Les étudiants de philosophie vous disent tous « Ah ben non, Sartre, jamais entendu parler ». Oui, moi en terminale, je n'avais pas non plus entendu parler de Sartre. Hein. C'est par moi-même que je l'ai découvert. Et il y a un gouffre, bien sûr, entre Sartre et Castoriadis. Hein. Castoriadis s'est montré très très dur envers Sartre, hein, notamment son aveuglement par rapport au stalinisme, son délire par rapport au maoïsme, etc. Mais je pense que dans mon parcours personnel, en tout cas, c'est personnel ce que je dis, hein, l'idée de Castoriadis selon laquelle ce sont les hommes qui font leur histoire, ce sont les hommes qui sont les auteurs de leurs lois et de leurs institutions, ça a pu faire écho jusqu'à un certain point avec la conception sartrienne de la liberté, sans une liberté totale, absolue, hein, l'homme devant se choisir à chaque instant. Et je crois qu'il y a quelque chose de fort dans mon parcours intellectuel, si vous voulez. Et c'est pour ça que progressivement, j'en suis venu, si vous voulez, à découvrir Castoriadis et puis à faire une thèse de philosophie sur Castoriadis qui a débouché sur la publication de cet ouvrage dans la collection de Miguel Abensour. Alors Nicolas Poirier, oui, vous vouliez intervenir, pardon. Si vous permettez, parce que j'en prie. Il y a un autre point de vue qui concerne Sartre, c'est je crois capital, qui figure dans le livre qui vient de paraître de Castoriadis, c'est la fameuse phrase les autres c'est l'enfer, n'est-ce pas? Et Castoriadis dit l'autre c'est la liberté. L'autre, c'est la liberté. Donc, vous voyez l'opposition totale. Alors, vous faites référence au séminaire, là, donc, qui vient de paraître, Thucydide et la force et le droit. Non, je n'ai pas suivi ce séminaire parce que c'est de 84. D'accord. Non, mais quand vous dites qu'il vient de paraître, c'est celui-là ou le livre de monsieur? Oui, celui-là. Donc, c'est bien celui-là que je cite. Donc, qui est sous-titré Ce qui fait la Grèce 3, et c'est le séminaire de 84-85, La création humaine 4. Oui. Et ça vient de paraître aux éditions du Seuil. Donc, Thucydide, la force et le droit. Nicolas Poirier, Castoriadis, était grec, mais c'est vrai qu'à le lire et à le relire, la place qu'occupe Aristote notamment, mais enfin disons le siècle de Périclès, est énorme chez Castoriadis, énorme. Il n'était pas grec pour rien. Nicolas Poirier. Oui, absolument. Hein. Je crois que la référence à Périclès, à Aristote, à Platon, même s'il a fait une critique de Platon très, très radicale, et effectivement est extrêmement centrale chez Castoriadis. Oui. C'est depuis Homère, n'est-ce pas? Parce que c'est... il prend la création grecque de 5 siècles. À peu près de 5 siècles. Il s'intéresse au reste, évidemment, même à la période hellénistique, il s'intéresse, mais il trouve que cette constitution dont vous avez parlé tout à l'heure, l'imaginaire constituant, c'est 5 siècles à peu près, comme corpus de travail. Je crois que ce qu'il a fait de formidable, Castoriadis, par rapport au reste, n'est-ce pas, des philosophes, des historiens d'art, etc., c'est de actualiser la Grèce tout en restant dans le passé, tout en respectant le texte. Comme s'il avait un pied là-bas. Il l'a rapproché de nous, évidemment. Aujourd'hui. Et ça, c'est formidable. C'est-à-dire qu'il n'était pas un spécialiste de la Grèce. C'était un citoyen d'aujourd'hui qui aimerait reprendre contact avec ce qu'il appelait le germe. Le germe, c'est pas le modèle, pas le paradigme d'Athènes, mais le germe, c'est-à-dire quelque chose qui peut nous servir à nous, citoyens d'aujourd'hui. Alors, avant de revenir sur cet imaginaire instituant, écoutons Cornelius Castoriadis nous parler de sa jeunesse athénienne. Le jeune homme à Athènes, à partir de l'adolescence, de la fin de l'adolescence, c'est un jeune homme qui a la tête remplie d'idées, de lectures, de projets, qui a pas mal, un certain nombre d'amis très chers, et d'amis eux aussi, qui se promènent dans cette ville qui à l'époque est adorable, qui est comme une ville italienne du Sud, une ville néoclassique tout à fait, où c'est un plaisir physique de se promener dans les avenues de la ville à midi en été, parce qu'il y a en tout et pour tout 5 voitures,
que le ciel est magnifique, le soleil est chaud, etc., l'air sent bon, et qui découvre continuellement des nouveaux auteurs, des nouveaux continents, des nouveaux modes de pensée, de nouvelles musiques, des nouvelles peintures, etc., de nouveaux êtres humains, et pour qui ça reste comme une période, y compris pendant la période de l'occupation, peut-être surtout pendant la période de l'occupation, parce que là on voyait ce que les amitiés valaient, n'est-ce pas ? Et comme toujours, dans ces cas, le fait qu'on vit sur le bord d'un danger mortel intensifie énormément tout le vécu. Ce qui pourrait être autrement une histoire banale devient quelque chose de très important parce qu'il est vécu autrement. Il est vécu dans ce que Jasper saurait appeler une Grenzsituation, une situation limite. Bon, et cette période, c'est pour le Castoriadis d'aujourd'hui peut-être la plus belle période de sa vie. C'est une période oui, non, mais c'est évident que... qui baigne dans le soleil, qui baigne dans le visage des jeunes filles et des jeunes garçons, qui baigne dans la lumière qui entre dans la bibliothèque du Parlement où je suis seul et où je lis Max Weber ou Scheller, etc. C'est quand même absolument magnifique. France Culture, il est 21h16, vous écoutez La Fabrique de l'Humain en compagnie de Nicolas Poirier qui vient de publier un ouvrage intitulé L'ontologie politique de Castoriadis chez Payot, ainsi que, évidemment, c'est pour le livre séminaire Thucydide, la force et le droit de Cornelius Castoriadis qui vient de paraître au Seuil. Et nous sommes également en compagnie de Lakis Progidis, le directeur et fondateur de l'Atelier du Roman. Nicolas Poirier, cette jeunesse athénienne a évidemment un rapport pas si lointain que ça, parce qu'il y a quand même la bibliothèque, il y a le soleil, les beaux visages, mais il y a aussi la bibliothèque qui n'est pas loin. Donc je disais dans ma présentation, chez Cornelius Castoriadis, il y eut évidemment plusieurs vies, mais enfin, disons pour aller à l'essentiel, le militant et le philosophe. Hein. C'est peut-être ça, même si après le philosophe rejoint le militant, mais la grande coupure, c'est celle-ci. Alors, vous étudiez évidemment ces deux grands axes. Comment les présenter ? Oui, moi, ce que j'ai essayé de montrer dans la première partie de mon livre, partie dans laquelle j'étudie un certain nombre de textes inédits qui sont restés longtemps inédits jusqu'à leur parution l'année dernière aux éditions du Seuil, des textes inédits de Castoriadis, j'essaie de montrer que justement il n'y a pas véritablement de coupure entre d'un côté le militant politique révolutionnaire, qui a défendu et qui défendait jusqu'à sa mort un projet de démocratie directe. Au départ, on parlait d'autogestion ouvrière, ensuite d'auto-institution explicite du social, et puis une réflexion, disons, plus théorique, plus fondamentale, qui fait référence à Platon, à Hegel, à Kant, etc. Donc je crois que la critique que Castoriadis a pu faire de la politique révolutionnaire telle qu'elle s'est traduite dans le marxisme et la critique qu'il a pu faire de l'ontologie traditionnelle héritée de Platon, de Kant et de Hegel marche en parallèle. C'est ce que j'ai essayé de montrer en tout cas dans la première partie de ce livre. Je dirais plus fondamentalement, ce que je trouve de très très fort chez Castoriadis, c'est que c'est vraiment à la fois un penseur et un théoricien de la démocratie. Ce qui est étrange actuellement, c'est que dans les courants de la gauche radicale, on a beaucoup d'auteurs qui sont extrêmement... qui constituent une référence très forte, mais qui eux-mêmes... Alors vous faites référence dans votre introduction à Slavoj Žižek, le Slovène, et Alain Badiou notamment, avec son livre sur l'hypothèse communiste. Voilà, et c'est exactement ce que j'allais dire. Si vous voulez, le problème, c'est qu'il n'y a aucun concept positif de démocratie dans la pensée de Badiou, quoi. La démocratie, pour lui, ça semble constituer en quelque sorte le pire des régimes, puisque la démocratie est intégralement régie par le principe de la doxa.
Et évidemment, Badiou condamne la doxa au nom de sa conception platonicienne du philosophe, de la politique qui est la sienne, celle évidemment du philosophe. Alors écoutez, tout de suite pour les auditeurs, je vais vous couper. Cornelius Castoriadis condamnait l'insignifiance. Son séminaire sur l'insignifiance conduisait même parfois à des affirmations du genre la droite et la gauche disent la même chose. Alors peut-être préciser ce point, parce que la montée de l'insignifiance, c'est les années 90 pour Castoriadis. Je ne dis pas que ça résume sa pensée, oui, mais attention, ce que dit voilà. Mais il faut préciser peut-être pour les... Castoriadis ne se réfère pas à la démocratie telle qu'on l'entend communément et qu'il a dénoncé comme montée de l'insignifiance. Pour lui, ce qu'on appelle les démocraties sont en fait des pseudo-démocraties, ce sont des oligarchies libérales. Bon. C'est ce qu'il appelle des oligarchies libérales. Voilà, des oligarchies libérales. Simplement, la critique que Castoriadis fait de ces régimes politiques occidentaux qu'il nomme les oligarchies libérales, dont il prétend qu'elles n'ont aucune véritablement teneur démocratique, elle a une portée effective, cette critique, dans la mesure où Castoriadis se réfère à un concept normatif substantiel très fort de démocratie comme auto-institution radicale, explicite, délibérée de la société, et qui n'a selon lui aucune traduction dans la pratique politique. À l'inverse, Alain Badiou, lui, au contraire, il dénonce le principe même de la démocratie. Par exemple, je trouve que c'est pas très cohérent de sa part, parce que, par exemple, il soutient le mouvement des sans-papiers sur une base antidémocratique. Du coup, il devrait au contraire mépriser le mouvement des sans-papiers, puisque ceux-ci réclament un approfondissement des droits démocratiques et un approfondissement et une radicalisation de la démocratie. Donc je crois qu'il y a une certaine incohérence dans sa position. Et puis il y a surtout qu'il n'a jamais procédé à aucune critique du totalitarisme et du phénomène bureaucratique. Nicolas Poirier, auto-institution, puisque vous l'avez employé plusieurs fois, vous pouvez expliquer ? Oui, c'est l'idée que les sociétés, si vous voulez, les sociétés s'instituent et qu'elles ne peuvent pas se référer dans leur institution à une norme transcendante qui leur fournirait la mesure de ce qui est et de ce qui vaut. Du coup, rien ne peut les... Elle s'institue et en même temps, on ne peut pas fonder rationnellement pourquoi elle s'institue de cette façon-là plutôt qu'une autre. Ainsi et pas autrement. Ainsi et pas autrement. C'est une sorte d'autofondation. Ça, c'est important. Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a comme un mur, enfin disons des frontières entre les sociétés, entre les différentes auto-institutions de la société ? Est-ce que c'est un regard anthropologique au sens où on dit il y a des cultures ? Est-ce que c'est ça ? Non, ce n'est pas ça chez Castoriadis. Non, ce n'est pas simplement dire il y a des cultures. Mais en même temps, il y a une approche anthropologico-philosophique, forcément. Bien entendu. Oui, sa trajectoire est... Mais alors, les sociétés, vous pouvez en nommer, j'en ai nommé quelques-unes là tout à l'heure, mais il y a des sociétés... Par exemple, la Grèce, bon, ça c'est évident, Périclès, oui. Il y a des sociétés qui s'auto-instituent en pleine connaissance de cause, en tout cas dans un effort de réflexivité. Ce sont les sociétés démocratiques, dont il fait remonter l'origine dans la police athénienne, et qui se poursuit, se radicalise avec l'apparition des cités bourgeoises au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, et puis avec surtout la radicalisation du mouvement démocratique et surtout du mouvement ouvrier. Ça, ce sont des sociétés qui tendent à l'auto-institution explicite et délibérée, qui reconnaissent qu'il n'y a pas de source extra-sociale et extra-humaine de la loi. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres cultures que Castoriadis a étudiées à fond ? À part l'ethnologie. Bien entendu, mais en un sens politique, la démocratie n'est réservée à aucune culture et à aucune société. Politiquement, on voit bien ce qui se passe actuellement dans le monde arabe. On voit bien ce qui se passe. Il aurait approuvé, à votre avis ? Oui, bien forcément. entendu. Absolument. À 100%. Ah, oui. Lakis Progidis. C'est juste une autre dimension que je crois qu'il faut absolument saisir. Et en écoutant Castoriadis tout à l'heure, sa description de sa ville, n'est-ce pas ? Il y avait ce que j'ai reconnu tout de suite, c'est sa joie de vivre. Ça fait partie de sa philosophie. Ce n'est pas un homme, un bon vivant, etc., qui fait de la philosophie, c'est un ensemble. Savoir profiter de la vie, être avec des amis, boire avec des amis, passer des soirées en chantant, ça fait partie. Et si on lit son dernier livre, à la dernière instance, en pensant à l'horizon de Thucydide, de Périclès, il dit, attention, l'épitaphe, oui, c'est, attention, faites attention aux mots qu'utilise Thucydide. Oui.
est resté les amoureux de la ville, ce sont eux qui défendent, qui vont mourir. Il faut l'aimer d'abord. Pour mourir, il faut l'aimer. Et ça, c'est indissociable de la pensée de Castoriadis. C'est-à-dire que nous sommes un ensemble d'abord, indépendamment de nos luttes, indépendamment de nos controverses. Nous sommes d'abord un ensemble amoureux de notre lieu, de la cité. Et j'aimerais quand même, parce que vous avez fait une réflexion sur le côté anthropologique de Castoriadis, j'aimerais quand même dire à mes mots ce qui est essentiel d'après moi pour Castoriadis. Il dit que c'est anthropologiquement l'homme se distingue des animaux de tous les autres animaux par le fait qu'il crée, qu'il fait quelque chose qui n'a pas existé, que les données ne le bloquent pas, les données. Donc, à partir de ce moment-là, il dit, mais depuis les cavernes jusqu'à aujourd'hui, c'est le même homme, sauf qu'à Athènes, il a reconnu ce qu'il a fait. C'est ça l'autonomie, c'est-à-dire qu'il a conscience de ce qu'il est créateur. C'est ça qui fait toute la distinction de cette civilisation, de ce passé, de ce germe athénien par rapport à tout le reste. Alors cette part réflexive, Nicolas Poirier fait donc précisément partie de cette auto-institution de la société, Nicolas Poirier. Cette part réflexive fait partie de l'auto-institution de la société. Oui, absolument. Je crois qu'on peut faire un parallèle entre la psychanalyse et la politique. De même que dans l'analyse, le sujet doit entretenir avec son propre inconscient un rapport réflexif qui lui permet justement d'agir de la manière la plus autonome possible, une société doit justement se confronter à sa propre institution de manière réflexive, de façon justement à se libérer du poids d'un passé institué, si vous voulez, qui ne doit pas commander ses actes. Et c'est ce qui distingue, c'est ce qui différencie, si vous voulez, une société pleinement et authentiquement démocratique qui reconnaît qu'il n'y a pas de loi de l'histoire, qu'il n'y a pas de loi de la nature, qu'il n'y a pas de loi de l'économie capitaliste. Pas de déterminisme causal, même s'il y a quand même des déterminismes locaux. Pas de déterminisme causal universel. Et puis, des sociétés qui pensent que ce sont les dieux qui font l'histoire, les ancêtres, ou les lois aveugles de l'économie. Je crois que ça, c'est une grande différence entre deux types d'institutions, une institution autonome et une institution hétéronome. Alors, est-ce qu'on peut, Nicolas Poirier, expliciter, dérouler cette notion d'imaginaire social, instituant, qui est si centrale chez Castoriadis, sachant que, bon, elle n'est pas comme ça tombée du ciel et elle apparaît quand même relativement... Cornelius Castoriadis est né en 1922. Est-ce qu'on peut dire que c'est une notion qui apparaît au tournant des années 60 dans son travail ? Exactement, ça apparaît au tournant 60, à la convergence. Vous dites d'ailleurs très progressivement, parce qu'au départ, la définition est un peu flottante. Oui. Je crois que vous employez cette expression. Le mot création apparaît plus tôt. On les a dans le mot création apparaît dans les textes de 55. Le mot imaginaire. Au sens de création démocratique. Enfin, de création tout court. Création tout court, oui. Dans un sens tout court, même de création artistique, dans la connaissance, d'activité scientifique. Scientifique, etc. Même dans les sphères de l'être, presque, ou de création ontologique. Non, le mot imaginaire, c'est vrai, apparaît quand même plus tardivement, au tournant des années 60, 62, 63, 64. Il faut repérer, mais enfin, c'est au tournant des années 60, c'est au moment où Castoriadis rompt avec le marxisme et qu'il rédige ce grand texte, publié dans le numéro de Socialisme ou Barbarie et qui a constitué, qui a été repris dans la première partie de l'institution imaginaire de la société, donc publié en 1975. Et c'est, je crois, si vous voulez, la rencontre entre l'anthropologie et son intérêt pour l'anthropologie culturaliste américaine. Et puis, Margaret Mead, notamment. Exactement, notamment Margaret Mead. Ruth Benedict aussi. Et puis, la psychanalyse. Je crois que c'est très très important. Castoriadis a suivi les séminaires de Lacan, entre 64, je crois, et 1960. Entre 1964 et 1968, il a été assez influencé par Lacan, même si par là ailleurs, il a totalement rompu avec le lacanisme à la fin des années 60, en montrant que la référence à un ordre de la loi structurale rendait impossible toute remise en question de l'institution sociale et que, effectivement, la pensée de Lacan est un conservatisme politique. Est-ce que vous pouvez donner des exemples ? Finalement, un déterminisme total.
Oui. Mhm. Parce que tout est piégé par un inconscient qui est structuré comme un langage. Oui. Voilà, il y a une sorte de sujet clivé, de sujet hétéronome, et ça serait complètement absurde, d'après les critères de Lacan, de vouloir prétendre dépasser ce clivage, à moins de tomber dans la psychose. Voilà. Oui, enfin, sachant qu'ils n'ont pas du tout la même conception du désir et du manque, c'est un point que vous développez dans votre livre, justement, sur la différence entre Lacan et Castoriadis, mais je voudrais qu'on reste un petit peu sur cette notion d'imaginaire instituant, parce que, est-ce que vous pourriez donner des exemples d'imaginaire instituant pour que ce soit plus perceptible, peut-être pour... L'invention de l'égalité dans la police grecque, voilà. On ne peut pas dire que la démocratie grecque est athénienne est la résultante politique, si vous voulez, la traduction politique d'un déterminisme causal et économique. Bon, on a pu dire, par exemple, que la démocratie athénienne s'expliquait parce qu'il y avait à côté un régime économique de la propriété foncière et du petit artisanat. Non, il y a une création. L'égalité ne peut pas se déduire du fait qu'il y a un régime de petite propriété foncière, de la même manière que je vais quand même pas dire que le piano se déduit du bois sous prétexte qu'il faut du bois pour faire un piano. Très bien. Donc là, vous avez prononcé le mot peut-être qui nous aide à comprendre, c'est le mot invention. C'est le mot invention, c'est-à-dire que l'imaginaire instituant, c'est une invention dont on ne peut pas trouver fondamentalement la cause. Alors c'est une invention, donc ce qui fait que il va se démarquer évidemment d'un certain marxisme, puisque effectivement dans le marxisme il y a l'idée de loi historique, donc peu ou prou, tout dépend de l'interprétation de Marx, mais en fait disons globalement il a été retenu par pas mal de penseurs l'idée qu'il existe comme des lois de l'histoire. Ça, Castoriadis va se démarquer de ça, mais ce que je voudrais montrer peut-être, c'est justement cette différence qu'il y a entre un causalisme ou un déterminisme historique et le fait que Castoriadis va trouver justement au milieu des années 60 comme ça ce point de bifurcation qui va lui permettre d'aborder la question démocratique autrement, grâce à cette notion d'imaginaire instituant. C'est-à-dire que, je ne sais pas, on pourrait prendre une image, c'est difficile d'expliquer l'origine du monothéisme. On peut dire qu'il y a le désert, qu'il y a beaucoup de soleil, et que tout d'un coup, ils sont frappés d'une verticalité certaine, et que l'idée de la transcendance, disons, leur vient du fait de cette situation. Je ne sais pas si le monothéisme aurait pu naître dans l'Himalaya. C'est pour faire comprendre. Donc là, de la même manière, l'imaginaire instituant, c'est-à-dire qu'une fois que cela advient, ça nous paraît évident, mais c'est vrai qu'on ne peut pas l'expliquer rationnellement, en quelque sorte. C'est ça ? Oui, il n'y a pas de fondement rationnel. Il n'y a pas de fondement rationnel. Au principe de l'histoire. Ce que Castoriadis appelle l'historicité. L'historicité conçue comme telle, c'est précisément ce qui échappe à la dimension de ce qu'il nomme ensembliste identitaire. C'est-à-dire la dimension purement causale, qui fait qu'effectivement, il y a des causes qui produisent un certain nombre d'effets. Bon, de ce point de vue-là, il n'est peut-être pas si éloigné Castoriadis, mais il faut quand même être... je suis très prudent quand je dis ça, de la conception que se fait Hannah Arendt de l'action politique comme miracle, comme ce qui finalement déjoue le caractère... déjoue, oui, toute prévisibilité. Et je crois qu'aucun marxiste aujourd'hui, de bonne foi, n'avait pu prévoir ce qui allait se passer en Tunisie, en Égypte. Le départ de Ben Ali et Boumarak est imprévisible en tant que tel. Bien entendu, alors. Il y a des discussions là-dessus, prévisible, imprévisible. Un siècle après, on peut dire mais on peut étudier. Oui, parce qu'il y en a qui disent qu'ils avaient prévu, mais bon. Oui. Justement, permettez-moi, je crois que ce qui distingue quand même Castoriadis de Hannah Arendt, par exemple, sur ce problème de la création comme miracle. Excusez-moi, je dis pour les auditeurs, Castoriadis n'arrête pas de dire qu'il adore lire Hannah Arendt, mais il est d'accord avec rien. Tout à fait, mais voilà, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça, oui. Alors, Lakis Progidis. Justement, c'est-à-dire... Mais sur ce point, c'est avec toute la philosophie qu'il appelle la philosophie héritaine, n'est-ce pas, avant Castoriadis. C'est qu'il fallait expliquer toujours avec les données, avec ce qui a précédé. Castoriadis intègre dans sa pensée l'avenir. Il dit toujours projet. Et puisqu'il est lui-même, comme citoyen du monde, dans un projet,
il comprend Périclès ou Thucydide dans cette, disons, projection vers l'avenir. C'est pour ça que les explications ne suffisent jamais. Il y a cette partie de miracle, il y a ce côté miracle, mais qui vient de l'avenir, qui vient de que l'homme se projette en dehors du passé et du présent. Oui, mais ça, c'est très frappant dans tous ces cours sur la Grèce, et notamment celui-ci là sur Thucydide. C'est-à-dire qu'il y a un va-et-vient constant, effectivement, entre le passé, le présent, et avec cette projection dans l'avenir. Et puis, il arrive à expliquer, à dérouler sa propre conception, par exemple, de l'autonomie, en plein séminaire, alors qu'il est en train d'expliquer un texte, l'épitaphe de Périclès, et ça marche, hein. C'est oralement tout à fait pertinent, et on n'est pas du tout perdu. Alors même il cite Jacqueline de Romilly, il change certaines traductions, mais c'est toujours pour aller de l'avant, et on sent bien J'avais le sentiment de ne pas avoir manqué les banquets platoniciens, vous savez, avec Castoriadis. Il réanimait un banquet. Chaque fois, c'était un banquet, le séminaire. Nicolas Poirier, vous n'étiez pas au banquet, vous l'avez dit tout à l'heure, mais... Oui, en ce qui concerne la théorie politique chez Castoriadis, ce qui me semble essentiel, c'est effectivement la police athénienne n'est pas un modèle. C'est pas un modèle à suivre, c'est pas un modèle à reproduire. Il ne s'agit pas de se ressourcer à une sorte d'origine première d'où l'Occident serait sorti. Ça, c'est un contresens complet si on conçoit la pensée de Castoriadis sur ce mode. Ce sont des germes. Et ce sont des germes qui peuvent être fructifiés par la praxis politique des hommes dans le temps présent, et comme vous le dites bien, en se projetant vers l'avenir. S'il n'y a pas d'action démocratique réfléchie et radicale dans le moment présent, effectivement, le passé continue, et le passé pèse d'un poids qui est effectivement, le mot est peut-être un peu trop dur, mais un passé auquel on s'aliène, hein, effectivement. Alors, qu'est-ce qui a fait que Claude Lefort, qui est disparu il y a très peu de temps, et Castoriadis se soient quand même, non pas quittés, mais enfin, alors qu'ils avaient été très liés par socialisme et barbarie. La revue, on peut en dire un mot quand même. Oui, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que Castoriadis et Lefort ont été très liés, et dès le départ, il y a des divergences philosophiques et politiques très nettes dès les années 50. Ils n'ont pas attendu les années 80 pour se brouiller définitivement. Je crois que les points de rencontre, les points de convergence chez Castoriadis et chez Lefort sont complètement inséparables des points de divergence et des points de rupture. Je crois que peut-être que Claude Lefort, dans les années 50, a une conception plus libertaire de l'action révolutionnaire, et il critique l'idée d'une avant-garde constituée sur un modèle un peu léniniste, alors que Castoriadis, lui, est plus d'un point de vue organisationnel. Il est nécessaire quand même de structurer l'unité de l'action prolétarienne. Cela dans les années 50. Voilà, et après dans les années 50. Après, je crois qu'il se retrouve en 68. Oui. Ils publient leur analyse à chaud dans un texte qui a été publié, La Brèche, avec Edgar Morin, donc Lefort et Castoriadis. Là encore, ils saluent le renouveau démocratique. Ils saluent la mise en cause de l'imaginaire bureaucratique capitaliste. Mais malgré tout, Castoriadis voit en quelque sorte dans 68 un échec. Parce que justement, ça n'a pas débouché sur un mouvement révolutionnaire institué en tout cas, tendant à se structurer. Tandis que Claude Lefort voit dans mai 68, une réussite précisément parce qu'il n'a pas voulu, ce mouvement, accéder au pouvoir et prendre la place du pouvoir. En ce sens, c'est une révolte. Lefort parle de révolte réussie, mai 68. Castoriadis parlerait plutôt de révolution manquée. Là, je me réfère à un très bon texte d'Antoine Cholet, un philosophe suisse, que je cite dans mon livre et qui me semble une très très bonne analyse de mai 68. C'est très important ça. Et après, puisque continuer un peu la chronologie, par exemple, dans les années 80. Dans les années 70. Parce on sait que dans les années 90, je l'ai rappelé tout à l'heure, il est très sévère. C'est en gros, la droite et la gauche disent la même chose, quand même, sur la montée de l'insignifiance. Et comment ça se passe en 70-80, après 68 il se retrouve au sein de Texture et de Libre, des revues à laquelle... Donc Libre, qui était une revue publiée par Payot, très importante. Oui, il y a un texte très important de Castoriadis dans le numéro 3, je crois, que vous citez. Alors c'est quoi ça?
C'est dans le numéro 3, l'élément imaginaire. Voilà, c'est ça. C'est une relecture de l'idée du texte de l'âme d'Aristote. On est en 78, là. En 78, c'est ça. On est en 78, c'est là, la revue Libre, oui. Libre, c'est une revue où se croisent des gens comme Marcel Gauchet, Miguel Abinsour, Claude Lefort, Marc Richir, donc Cornelius Castoriadis. Donc vous diriez qu'à cette époque-là, ils se sont à nouveau un peu rapprochés, plutôt, oui, mais quand même, d'après vos lectures. Hein. Malgré tout, oui. en restant quand même... prudent. Il y a quand même de grosses divergences. Et puis bon, il y a effectivement... Alors par la suite, bon, on va pas rentrer année par année, mais c'est vrai qu'il y a une grosse divergence dans les années 90. C'est sûr que Lefort défend la démocratie comme le régime de l'indétermination et de l'ouverture, et Castoriadis se dit non, la démocratie, ça doit être le régime de l'autodétermination. Et dans les faits, si on dit que la démocratie, c'est le régime de l'indétermination, en fait, il s'agit d'une autodétermination purement capitaliste. Et si on ne prend pas les choses à son compte, on laisse le pouvoir gouverner comme il l'entend. C'est important, ça. Lakis Proguidis. Sur ce point, c'est-à-dire, je crois qu'à partir d'un certain moment, à partir des années 60, 70 peut-être, Castoriadis a compris le clivage ontologique instauré dans l'ensemble de la pensée occidentale entre l'individu d'un côté et la société de l'autre, comme si c'était deux entités séparables. Pour Castoriadis, ce sont des entités inséparables. Il n'y a pas d'individu sans être social, il n'y a pas de société sans être composée des individus libres. Et c'est dans ce sens où il comprenait et la création et l'imaginaire constituant. Je vous lis quand même, comme a posteriori, 3 phrases sur les 68 arts. Mais c'est dans ce livre. Ah oui, c'est vrai. Bon, pour vous montrer dans le livre sur comment Thucydide. Castoriadis essaye toujours de garder ensemble individu et société. Ah oui, en cela il est très freudien. Ces joyeux gauchistes pour qui le problème politique est celui de la victoire totale du principe de plaisir sur le principe de la réalité. Qu'il suffise de dire que cela aboutirait, à supposer qu'une telle chose fût possible, au monde des 120 journées de Sodome, bref, à un monde monstrueux. Donc, il était toujours, comment dire, opposé à cette dissociation, mettre l'accent de l'émancipation sur l'individu et laisser la société dans son sort. Pour résumer, on pourrait dire que Cornelius Castoriadis n'était pas tendre envers les libéraux libertaire. Pas du tout. Alors nous allons écouter Cornelius Castoriadis nous parler de sa description d'une société future. J'ai écrit des textes programmatiques que très probablement Kildani ne connaît pas. Par exemple, un texte en 1957 qui s'appelle « Sur le contenu du socialisme », un long texte, qui est ce qu'on appellerait aujourd'hui, titre que je récuserais d'ailleurs, qualification que je récuserais, un projet utopique, c'est-à-dire qui est la description d'une société future. Bon, qui est entourée d'une série de précautions oratoires. Pourquoi ? Je n'ai pas répété cet exercice, je me suis limité chaque fois à souligner ce qu'étaient pour moi les principes qui devrait guider une société libre, une société autonome, comme je dis. Pourquoi ? Parce que c'est encore une de mes idées centrales, que ce n'est que du mouvement des collectivités humaines que peuvent surgir des véritables réponses nouvelles aux questions politiques de notre temps. Je ne pense pas... j'ai mes idées. Si demain il y avait une assemblée du peuple, je serais capable de monter à la tribune et dire, à mon avis, voilà ce qu'il faut faire, ou voilà quel genre de constitution il faut écrire, mais ce serait mon opinion en tant que citoyen parmi les autres. Je ne me pose pas comme prophète ou comme celui qui établit la vérité politique définitive, sauf pour ce qui est des grands principes. C'est-à-dire l'incarnation, c'est ce que peut-être que Kildani appelle maigre, l'incarnation, principe d'autonomie sociale, n'est-ce pas, et individuelle, dans des formes de vie sociale concrètes, ça ne peut pas être fait que par les hommes et les femmes eux-mêmes, agissant collectivement, s'organisant eux-mêmes, etc. Je peux avoir des idées, je les ai d'ailleurs, de temps en temps, je les exprime, je les formule, etc. Mais à part ce texte dont je vous ai parlé, un ou deux autres de l'époque,
je n'ai pas envie, enfin je ne me sens pas le droit, si vous voulez tellement, d'entrer dans des longues descriptions de ce que pourrait être une société future, etc. J'essaye beaucoup plus d'un côté de montrer pourquoi l'ordre actuel est intenable et quel pourrait être le principe de l'ordre nouveau. France Culture, il est 21h45. Vous écoutez La Fabrique de l'Humain pour honorer l'œuvre de Nicolas Poirier, mais c'est celui qui a écrit sur Cornelius Castoriadis, un livre qui vient de paraître chez Payot, l'ontologie politique de Castoriadis, ainsi que le séminaire, ce qui fait la Grèce, Thucydide, la force et le droit, la création humaine, tome 4, et nous sommes donc en compagnie de Nicolas Poirier et du fondateur et directeur de l'atelier du roman Lakis Progidis, donc un grec de Paris. Un grec de Paris. En écoutant encore une fois Castoriadis, je me suis dit, j'étais un homme heureux d'avoir en face de moi quelqu'un qui m'a débloqué de mes pensées préfabriquées, complètement préfabriquées. Parce que pour les années 70-80, écouter quand même un grand homme comme Castoriadis d'utiliser les mots démocratie, civilisation, beauté, beau, goût, c'était pas seulement un plaisir, mais c'était une redécouverte du monde. Parce que si le monde tel qu'il est vide ces mots de leur substance, ça ne signifie pas qu'il faut les abandonner et dire non, c'est fini avec ces mots. Non, ce sont des mots porteurs de tout ce passé et qui nous ramènent au germe, c'est-à-dire pour pouvoir reprendre l'oraison ou l'épitaphe, pour pouvoir reprendre, pour relire Homère, c'est avoir toujours contact avec ces mots fondamentaux. Donc c'était ça qui m'a mots fondamentaux, appris. mais c'est exactement ça. Démocratie, autogouvernement, autocréation, individuation, autonomie. Nicolas Poirier, il y a un point qu'on n'a pas évoqué mais qui est essentiel pour pointer à la fois l'originalité et la volonté et le courage de Cornelius Castoriadis, c'est que dans la lignée justement des critiques du totalitarisme, il pense que parfois on est allé trop loin, non pas dans la critique du totalitarisme, bien sûr, mais dans le fait que finalement cette critique nous mettait à l'abri de proposer ou d'inventer autre chose, Nicolas Poirier. Oui, sans doute. Hein. Mais enfin, quand même, socialisme ou barbarie, c'est vraiment une critique du phénomène bureaucratique totalitaire qui, je crois, c'est une critique de gauche radicale. Hein. Et je crois qu'il ne faut pas céder d'un pouce là-dessus, quoi. Contrairement à la complaisance dont font preuve Badiou et certains autres penseurs par rapport à ça. D'ailleurs, je dois dire, c'est pas du tout le concept de totalitarisme n'est pas du tout un concept de droite. C'est pas du tout un concept de guerre froide. Ça a pu être instrumentalisé dans certaines conjonctures sur ce plan. Mais je crois qu'on n'a pas du tout attendu Stéphane Courtois et Alain Besançon pour dénoncer le léninisme. La première opposante au léninisme, quand même, pour rappeler, c'est Rosa Luxembourg. Voilà, et je crois que c'est quand même très très important. Et socialisme ou barbarie radicalise, enfin poursuit la critique qui a été celle de ce qu'on appelle le courant des communistes de gauche dans les années 20, qui a été radicalisé ensuite par la gauche allemande. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'il se distingue de Hannah Arendt, Cornelius Castoriadis ? Disons que sur ce point. Je crois quand même que il faut pas confondre effectivement la critique à la fois qui est celle d'Arendt du totalitarisme, et également celle des libéraux avec Karl Popper et par exemple, ou je sais pas moi, Raymond Aron. Si vous voulez, c'est au nom même du projet d'émancipation démocratique
qu'il est nécessaire de dénoncer l'imposture des régimes bureaucratiques totalitaires et non pas, précisément pour dire bon, il n'y a pas d'émancipation possible, il faut conserver le monde tel qu'il est, et puis il ne faut pas avoir trop d'ambition politique. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Il y a une différence avec Hannah Arendt sur la question de la critique du totalitarisme. C'est que Hannah Arendt, dans sa volonté de se débarrasser du monstre, a laissé de côté le social. Comme si le social faisait partie du virus totalitaire. Donc, Castoriadis dit non, attention, on ne peut pas laisser à côté le social, on ne peut pas abandonner le social et revenir à un dialogue politique épuré de la question sociale. C'est amusant d'ailleurs. Donc Castoriadis a dit absolument pas. Oui, c'est amusant dans le séminaire là, sur Thucydide. Il dit à propos de Hannah Arendt, dans la Grèce de Hannah Arendt, il n'y a pas de pauvres. Oui, exactement. Oui, d'ailleurs, il disait que la supériorité... Hannah Arendt elle parle de la politique des citoyens, mais... Oui, Arendt dit que la supériorité de la Révolution américaine sur la Révolution française, c'est qu'elle ne s'est pas occupée de la question sociale et que la Révolution française aurait péché par... excès d'humanitarisme. Castoriadis s'inscrit en complet porte-à-faux par rapport à l'idée d'Arendt. Là, c'est sûr qu'il est en désaccord complet sur ce plan, je crois. Mais à l'époque de Castoriadis, il y avait des esprits de gauche qui ont fait la critique du totalitarisme. Un ami à lui à l'époque, c'était Kostas Papaioannou. Il était même l'inventeur du terme totalitarisme, bien avant Hannah Arendt. Kostas Papaioannou, c'était dans les années 50. Un grec de Paris? Ah oui, ils sont venus ensemble avec ils sont venus ensemble, dans le même bateau. Le troisième, c'est Kostas Axelos. Axelos, exactement. Enfin, qui était le plus métaphysique des trois. Mais par rapport, c'est-à-dire, là aussi, il y a quand même autre chose, c'est Castoriadis par rapport à Papaioannou, c'est encore autre chose, parce que Papaioannou, disons, est resté dans une critique plus ou moins formelle du totalitarisme, tandis que Castoriadis associait sa critique par rapport au projet, par rapport à la société à faire, à la société autonome. Donc ce n'était pas une critique, disons, ex cathedras. Oui. D'ailleurs, je voudrais ajouter sur ce point, c'est tout à fait exact. Le point commun, là, on parlait de Lefort et de Castoriadis, le point commun de Lefort et de Castoriadis, c'est qu'ils ont toujours essayé de penser la politique en tant que forme, non pas en tant que régime institutionnel, mais en tant que forme sociale. Et effectivement, dans leur critique du totalitarisme, que ce soit Lefort dans son grand texte de 1956, Le totalitarisme sans Staline, ou dans les textes de Castoriadis de l'époque de Socialisme ou Barbarie, il y a toujours l'idée de ne pas seulement s'en prendre à un régime qui imposerait sa mainmise idéologique sur les individus et qui, si vous voulez, tendrait à faire fusionner l'État et la société, mais quelle forme de société cela produit ? Et de ce point de vue-là, je crois qu'on peut peut-être rattacher ces deux critiques, celle de Lefort et de Castoriadis, malgré leurs différences, avec celle d'un historien, Moshe Lewin, qui a été également extrêmement sensible à l'aspect, si vous voulez, pratique sociale, forme sociale du totalitarisme, et pas du tout comme Aron. Aron, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, c'est très formel, c'est très formaliste. C'est uniquement, il y a une domination idéologique du parti, et puis ça va pas plus loin d'une certaine façon. Mais la grosse différence, Nicolas Poirier aussi, avec Claude Lefort, c'est évidemment le fait que Cornelius Castoriadis était un psychanalyste. Enfin, avait étudié la psychanalyse et était psychanalyste. Il y a quand même toute cette dimension de la psyché, qui n'existe pas chez Claude Lefort, non ? Non, je pense pas Oui, vous avez raison, il n'y a pas la psyché sous ce terme chez Lefort, mais quand même, Lefort a été très influencé par Lacan. Ah oui. La question du tiers chez Lacan, c'est ce qui permet d'articuler, si vous voulez, chez Lacan, chez Lefort tel qu'il le lit chez Lacan, le tiers, c'est ce qui permet d'articuler le conflit. La question du symbolique, c'est ce qui permet de donner une forme au conflit politique. D'où l'idée quand même que la représentation est la seule forme politique qui soit à même de donner sens à cette créativité et à ce conflit démocratique, à ce conflit social. Pour Castoriadis, il y a une critique de l'idée de représentation en politique. Voilà. Et je crois que c'est vrai que c'est assez curieux parce que très souvent la psychanalyse pousse
à une volonté de démystification. Et souvent, on dit au sujet, vous voulez faire la révolution, vous êtes prisonnier de votre désir, de votre démesure. Bon. Et au contraire, chez Castoriadis, l'abandon du marxisme et sans doute la découverte de la psyché et la référence à Freud n'a pas conduit à l'abandon du projet révolutionnaire, mais je crois à une sorte de radicalisation. Hein. Au contraire, chez Lefort, on a l'impression qu'il y a eu un glissement vers des positions beaucoup plus modérées. Bon, je ne sais pas si c'est l'influence de Lacan seulement, ça c'est une hypothèse que je fais dans mon ouvrage, mais je crois que vous disiez très bien tout à l'heure qu'on ne peut pas séparer, en tout cas de façon radicale, le pôle individuel et le pôle social. Et effectivement, dans certains courants psychanalytiques, qui ont essayé d'articuler psychanalytique, philosophique, société et individu, je pense à l'école de Francfort, aussi d'une certaine manière à William Reich et aussi à Castoriadis. Là, le projet révolutionnaire peut continuer à être mis en valeur. Lakis Progidis. En vous écoutant, j'ai pensé quand même à cette décennie où on a inventé le mouvement marxistico-freudien, c'est-à-dire comme un mélange où on a transposé la lutte de classe aux luttes de sexe, peu importe. Mais c'était quand même un courant très fort, n'est-ce pas? Castoriadis n'a rien à faire avec cette évolution de ce mariage, fabriqué entre les freudiens et les marxistes. Et lui, il est, à partir de ces données, créé, aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire transcender ces premières données du freudisme ou du marxisme. Lakis Progidis, Cornelius Castoriadis, en Grèce, aujourd'hui, c'est l'enfant du pays qui va revenir ou qui n'est jamais parti? Ah non, les rapports sont très complexes. C'est-à-dire, d'abord, il était très, 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 très critique par rapport au régime socialiste instauré en Grèce depuis les années 80. C'était très, très critique avec des textes très violents. Il était très critique par rapport à quelques initiatives qui concernaient la culture grecque. Il était par exemple... Mais la jeunesse grecque, elle le lit aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, oui. Je crois que c'est à partir... Il y a une dizaine d'années où le courant est renversé. Maintenant, il y a... Je ne peux pas dire qu'il est à la mode, mais il est pas seulement apprécié, mais étudié et lu profondément maintenant. Nicolas Poirier, les étudiants français lisent Castoriadis, grâce à vous, oui, les vôtres? Non, Castoriadis, c'est vrai, n'est pas étudié véritablement. On en parlait avant l'émission, il est prisé à l'étranger, mais pas en France, au Canada, aux États-Unis aussi, un peu, en Australie. En Norvège, je crois, en Amérique du Sud un peu. C'est vrai qu'en France, il est quand même. Il est en poche pourtant, en livre de poche. Oui, bien sûr. Il est connu, mais il n'est pas étudié en tant que tel à l'université. Ça, c'est indéniable. C'est pas le seul, si vous voulez, mais quand même, il n'est pas étudié comme tel. Je crois que peu d'étudiants ont lu Castoriadis. Connaissent le nom mais n'ont pas lu sans doute. Et le liront peut-être. Eh bien j'espère que cette émission aura donné envie à quelques-uns et pas simplement aux étudiants de lire et relire Cornelius Castoriadis. Merci beaucoup à tous les deux pour ces précisions. C'était La Fabrique de l'Humain, une émission proposée par Philippe Petit. Les auditeurs qui voudraient approfondir ces réflexions trouveront sur le site de France Culture les références de vos ouvrages. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir Céline Lefebvre et Claude Olivier Doron. Nous parlerons de la politique du soin. À la réalisation, Dominique Costa, attaché de production Anne-Catherine Lochard, au mixage Sébastien Perron. Demain, vous pourrez suivre à 21h l'émission Fort intérieur d'Olivier Germain-Thomas qui s'entretiendra avec Jean-Yves Tadier. Dans un instant, vous pourrez écouter le journal de la rédaction de France Culture, suivi de Hors